Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va démarrer avec la tech et on va démarrer avec un patron français dans la tech qui ne se plaint pas des GAFA et qui ne pleure pas contre les GAFA. Ça valait le coup de l'écouter quand même quelques minutes. Donc c'est parti avec Clara Nova. On continue les amis, on continue avec Pierre Cesarini qui est avec nous. Bonjour Pierre Cesarini, fondateur de Clara Nova. Alors vous allez nous raconter Clara Nova, mais j'ai dit plateforme techno made in France. Vous êtes là, on vient de discuter donc autour de la guerre mondiale des ondes tous les jours. Tiens, je crois qu'aujourd'hui c'est encore procès Apple, etc. Les GAFA. Vous allez me raconter. Vous faites 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous, aujourd'hui, Pierre. L'année dernière. Ce sera un peu plus cette année. Ça va être 600 cette année, c'est ça? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais plus. Vous vous sentez quelque part pris en étau, pris en otage par l'ensemble de ces masses mondiales que l'on décrit? On ne peut pas raisonner comme ça. Alors vas-y. Pour la petite histoire, moi j'ai bossé 10 ans chez Apple aux États-Unis. Donc je viens de ce monde-là. J'étais, je pense, le premier développeur Apple en France dans les années 80. À l'époque où Apple c'était le camp du bien. Avant que ça devienne comme aujourd'hui le camp du mal. Je plaisante. Ça n'a pas changé en fait bon, depuis. Mais moi, les gens le comprennent pas. En fait, fondamentalement, c'est ce que c'est. Vous devez faire avec. Donc quand vous créez une entreprise, il faut savoir que vous allez avoir les GAFA à côté et qu'il faut d'une façon ou d'une autre travailler avec eux. Et la différence, donc moi j'ai commencé la technologie dans les années 70-80, ce que les gens, c'est pas le camp du mal, le camp du bien, ce que les gens ont du mal à comprendre, donc moi j'ai grandi dans la Silicon Valley pendant 10 ans, en fait ce qui est très particulier dans ces discussions, que ce soit les GAFA ou les BAT, c'est l'équivalent chinois, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, aspirent l'essentiel de l'intelligence du monde. Et c'est même pas une situation de monopole. Et ce qu'on ne comprend pas, dans les années 80-90, la plupart des gens comme moi étaient prêts à lancer parce qu'ils voulaient créer leur entreprise, parce qu'ils voulaient changer le monde, parce que tout ce que vous voulez gagner de l'argent. Et quelque part, c'était intéressant. On était prêts à manger les pâtes pendant 10 ans pour faire ça. Aujourd'hui, un stagiaire qui rentre chez Google, il est payé 110 000 $. Quand il sort de l'école à 18 ans, il a des stocks qui peuvent valoir des millions quelques années après. Et en fait, vous posez 2 fois la question. Et donc ce monde-là a radicalement changé depuis les années, on va dire, 2010. Ça veut dire quoi, Pierre? Ça veut dire que, alors 2 choses, ça veut dire, 1, c'est pas bon pour l'innovation? Non. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent plus... Enfin, ils vont prendre toute l'innovation, je dirais, technologique, ce qu'on appelle la deep tech en général. Donc aujourd'hui, quand vous sortez... Moi, j'ai plein... Enfin, un de mes meilleurs amis était premier à Normal Sup, l'un des grands spécialistes d'intelligence artificielle. Il travaille pour Microsoft à Montréal. Il n'est plus en France. Ouais. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, vont travailler pour Microsoft, pour Apple, pour Google, pour Facebook. Et ça veut dire que pour Clara Nova, pour toi, Pierre Cesarini, c'est encore plus compliqué de les recruter. On ne peut pas les recruter. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là sont plus... Donc il faut juste accepter ça et trouver autre chose. Donc on peut trouver... Mais la beauté de la technologie en général, c'est que... Mais c'est quoi? Il faut que tu ailles chercher... Parce qu'il faut que tu ailles chercher des gars pour développer Planet Art, AdvanQuest et My Devices dont on m'a parlé. Non, parce que tu peux avoir des innovations qui sont liées à un modèle économique. On va prendre l'exemple de Planet Art. Alors, il faut raconter ce que c'est Planet Art, donc, très rapidement. Clara Nova, groupe qui a en gros 5 ans d'existence, sur lequel, post-AvantQuest, on a levé une vingtaine de millions d'euros. Et en 5 ans, on est passé de 0 à quasiment 500 millions. Vous avez fédéré, agrégé 3 gros éditeurs de logiciels, on peut dire ça comme ça? Non, pas du tout. On a redémarré à 0. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Clara Nova n'a plus rien à voir avec ce qu'était AvantQuest. Il n'y a plus de chiffre d'affaires qui vient d'AvantQuest. Il n'y a plus d'idées qui viennent d'AvantQuest. Donc aujourd'hui... Mais il y a la marque toujours. On a gardé en termes de SEO le nom d'AvantQuest sur la partie éditeur de logiciels, mais AvantQuest, aujourd'hui, les logiciels que l'on vend n'ont plus rien à voir avec ce que faisait AvantQuest. D'accord. Et on ne revient pas sur le passé, ce qu'a fait Bruno était très bien. Bruno Vandrib. Voilà, c'est un autre monde. L'intérêt, et c'est un concept qui existe assez peu en France, donc aujourd'hui aux États-Unis, la notion de retournement, de restructuration est quelque chose d'intéressant qui se fait. Il y a des créations, il y a des retournements. J'ai connu dans les années, fin des années 90, Apple n'allait vraiment pas très bien. Donc on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est pas en dépôt de bilan, mais ça vendait des cubes beiges pas très intéressants avant que Steve revienne. Donc toutes les entreprises ont des cycles.
D'accord. Donc AvantQuest, c'était dans un cycle bac. Non, mais sortons d'AvantQuest, etc. Racontez-moi l'aventure Claranova. Donc aujourd'hui, racontez-moi comment vous arrivez à développer justement, après tout ce que vous venez de m'expliquer, passionnant, sur la fuite des cerveaux, on va dire ça comme ça, et la fuite des talents. Comment est-ce que vous arrivez à développer une plateforme techno made in France? Alors, aujourd'hui, Claranova, c'est 3 sociétés hétérogènes. Et en fait, on couvre l'ensemble de la problématique de la technologie finalement depuis 30 ans. On fait du logiciel. D'accord. On fait des applications mobiles et on fait de l'IoT, une plateforme IoT. 3 sociétés indépendantes. Objet connecté IoT, je le traduis. Donc on est sur les 3 grands domaines de la technologie. Depuis 30 ans, vous avez du logiciel. La grande révolution demain sera l'Internet des objets. Ce n'est pas encore là, c'est en train d'arriver. Et donc aujourd'hui, on a décidé, et c'était un choix un peu particulier, mais de couvrir l'ensemble de cette problématique. Et en fait, donc, au sein de la partie logicielle, on a un peu capitalisé sur une certaine compétence, sur une partie des équipes. Mais vous prenez Planet Art. Alors Julie, acteur global de l'e-commerce personnalisé. Voilà, donc on est parti d'une idée. Pierre, j'y ai passé 1 heure sur votre site, j'ai pas compris. Donc, on fait quelque chose. Je suis sûr que tu peux faire un pitch en 5 minutes, ouais, même 2 minutes. Voilà, on est suffisamment âgé pour savoir que dans les années 80-90, quand on prenait des photos, on allait chez le marchand, on donnait la pellicule, ça nous coûtait 50 francs, on avait 25 photos qui ne marchaient pas. Paradoxalement, ce qui s'est passé depuis que Apple a inventé l'iPhone, depuis que les smartphones existent, on a arrêté d'imprimer nos photos. On n'imprime plus nos photos. On a vaguement une imprimante, mais ça ne marche pas. On a une idée d'une simplicité absolument abyssale, qui était de dire on va redonner aux gens la possibilité de simplement commander leurs photos. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 milliards de photos qui sont prises tous les jours. Donc tous les jours, à peu près 3 milliards de photos sont prises. 3 4 milliards, on peut en discuter. C'est à peu près, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur. L'exadéluge, disait Didier Lombard. Aujourd'hui, l'ensemble de ces photos, ça va où? Ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur... c'est envoyé par mail. Mais comme je dis toujours, ma mère, chère femme au fin fond de la Corse, du côté de Chervionne, elle n'est pas sur Snapchat, elle n'est pas sur Facebook. Tout ce qu'elle veut, c'est une photo des petits-enfants qu'elle puisse mettre sur son frigidaire. Et ça, paradoxalement, depuis les années 2000, on a arrêté de le faire. Donc on a une idée simple, et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on ne s'est pas battu dans la deep tech. On a fait une application mobile qui permet aux gens de commander des photos. Imprimée donc celle-là. Imprimée, voilà. Physiquement chez soi. On l'a fait, alors on a été les premiers au monde à disrupter le monde de l'impression avec un modèle mobile intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a fait dans l'impression de photos en l'occurrence ce qu'a fait Uber dans les transports. C'est-à-dire on va chercher les clients et on a des prestataires. Et l'idée était tellement, ça paraît simple dit comme ça, mais l'idée était tellement puissante. En 5 ans, on a imprimé quand même 3 milliards de photos. C'est un business qui l'année dernière faisait 300 millions d'euros. En parlant d'une idée... l'impression photo, qui paye l'impression photo? Donc aujourd'hui, c'est la solution au monde la moins chère pour commander vos photos. Voilà. Ça s'appelle Free Prints parce qu'on vous offre 1000 photos, mais quelque part vous payez les frais de port, mais ça paye un peu le reste. Mais fondamentalement, c'est la solution la moins chère au monde en 3 clics pour commander des photos. Donc là encore, je vais me promener avec les enfants dans la forêt, je prends des photos, je rentre chez moi, en 3 minutes j'ouvre, j'essaie de 3 photos. Mais pourquoi e-commerce personnalisé? Donc ça, c'était ce qu'on a créé il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a eu tellement de succès dans la photo, donc on a commencé par les photos, après on a fait des livres photos, après on a fait des cadres, après on a fait des cartes de vœux. Et aujourd'hui, on a développé un écosystème à travers des prestataires en circuit court, sur lesquels on a tellement de volume, on est capable d'avoir des prix intéressants. Et la nouvelle vision qu'on est en train de développer autour de ce qu'on appelle la mass customization ou l'e-commerce personnalisé, c'est de dire que, en fait, e-commerce, c'est quoi? C'est des solutions, des produits qui sont faits en Chine, le plus souvent millions d'exemplaires, qu'on met sur un bateau, qu'on envoie à travers le canal de Suez et qui arrive chez vous quelques jours après, et vous avez le meilleur coût possible, fondamentalement, que vous achetez sur Amazon. Ce qu'on développe à côté, c'est un nouveau concept qui va permettre de pouvoir commander des objets qui sont similaires, mais qui auront la spécificité d'être à votre image. Donc une photo, un livre photo, par définition, c'est vos images. Mais aujourd'hui, on a racheté des sociétés qui font des mugs, qui font des t-shirts, mais ça peut être des fournitures, ça peut être un certain nombre de choses. Donc tout ce que vous avez aujourd'hui chez vous, finalement, vous avez peut-être un jour envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont plus envie d'avoir le même fauteuil Ikea, le même tableau. Et donc notre idée, parce qu'on est passé... C'est de mettre ma tronche sur le fauteuil Ikea. Non, c'est pas mettre votre tronche, mais peut-être d'avoir votre tissu qui correspond...
à votre tapis, qui correspond éventuellement d'avoir un tableau qui correspond exactement dans la dimension à votre pièce. Et donc l'idée, c'est vraiment, et toujours basé sur des circuits courts, sur des partenaires. On a quelques milliers de prestataires aujourd'hui à travers le monde qui sont capables de développer, d'imprimer localement ou de construire localement. Mais par exemple, demain, un canapé, vous pouvez vous avoir envie qu'il soit un peu plus haut, un peu plus bas, qu'il soit un peu plus large, un peu plus haut. Et on s'appuie aussi sur la capacité à pouvoir customiser assez facilement toute une série d'objets. Et en fait, l'idée, si vous voulez, elle est là. Donc, de cette idée simple sur le photo, qui a été un beau business qu'on a développé, on a cette vision un peu plus large qui, demain, pourra toucher n'importe quel type d'objet. Ça veut dire quoi, alors, Pierre? Ça veut dire que pour exister dans la tech, en fait, il faut trouver comme ça, il faut être malin, finalement. C'est un peu ça l'idée. Il faut trouver des niches. Il y a partout des petites portes d'entrée qui ne sont pas préemptés par les géants. Il faut comprendre, dont on nous dit qu'ils contrôlent tout. Le modèle économique qui existe. Donc quand vous voyez Uber, ça ne sert à rien d'aller faire la même chose. Mais fondamentalement, vous prenez pourquoi Uber existe, parce que votre téléphone est un GPS. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens achètent un téléphone aujourd'hui? Pas pour téléphoner, pour prendre des photos. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'argument numérique par jour. Et ça va en grandissant. Mais aujourd'hui, l'argument de vente, regardez les pubs à la télé. C'est vrai, vous avez raison. L'argument de vente, c'est quoi? C'est le meilleur appareil photo. Ouais. Et donc, et bien sûr, qui est soutenu par les réseaux sociaux, par le développement d'ensemble de ces types de solutions. Et donc aujourd'hui, on achète fondamentalement, avant tout, votre téléphone, Huawei ou Apple, pour la qualité de l'appareil photo. Et c'est là où les gens se battent. Et donc c'est un vrai sujet. Et votre téléphone est un GPS, donc vous pouvez appeler un taxi, mais c'est un appareil photo et vous prenez beaucoup de photos. Mais finalement, cette dimension un peu physique n'existait plus. On l'a remis au goût du jour. C'est une idée qui paraît simple, mais quand il y a 5 ans, on a dit on va faire des photos pas chères, plus ou moins gratuites, les gens rigolaient. Aujourd'hui, il n'y a pas une société française qui est passé de 0 à 400 millions avec 20 millions d'investissements. Allez, il nous reste 3 minutes. Un mot, par exemple, sur My Devices. C'est Donc, My Devices... Mais vraiment rapidement. Enfin, juste peut-être pour aller dans cette idée, Pierre, pour conclure typiquement, sur les objets de connectés. niches que vous avez trouvées. Sur les objets connectés, vous avez des dizaines de milliards d'investissements qui existent aujourd'hui à travers le monde. Et en gros, dans les objets connectés, vous avez des gens qui font des composants, ou les objets connectés en eux-mêmes. Ouais. Vous avez les gens qui font les réseaux. Ouais. La spécificité de l'IoT tient ce sont de nouveaux réseaux qui font des choses différentes de la 4G, de la 5G. D'accord ? Et ces gens-là aujourd'hui, ça s'appelle Intel, ça s'appelle Huawei, ça s'appelle Sprint, ça s'appelle investissent des milliards de dollars. Nous, on a levé 20 millions, on ne peut pas jouer là-dessus. Par contre, ce qu'on en fait, on a développé ce qu'on appelle une plateforme. On appelait ça un operating system il y a quelques années. Mais votre information qui est émise à travers un réseau par objet connecté, il faut bien qu'elle arrive quelque part. Ouais. Et donc nous, on a créé l'operating system des objets connectés avec une différenciation d'avoir fait vraiment un operating system au sens où on a la seule solution au monde qui a été plébiscitée par Microsoft, par Sprint, par T-Mobile, qui vous permet de connecter n'importe quel objet. Sans rentrer trop dans les détails, aujourd'hui, des gens comme Marriott nous choisissent parce qu'on est capable d'adresser toute la problématique que vous avez dans un hôtel, la gestion du chaud, du froid, de la présence, le suivi des personnes. Oui, alors ça, c'est un autre aspect intéressant de votre stratégie. C'est que, par exemple, Marriott, aujourd'hui, vous avez justement des GAFA qui font ces operating systems pour mais aucun d'entre eux, aujourd'hui, ne fait un operating system pour l'IoT. Oui, et puis peut-être que Marriott, il n'a pas envie non plus de confier l'ensemble de l'ouverture de ses portes à Google ou à Amazon. Et effectivement, donc aujourd'hui, typiquement les montres connectées, on n'a pas forcément envie que ça soit loqué chez Google, sur Apple. Donc il y a un sujet, mais après, ils vont y venir, ils travailleront avec nous. Aujourd'hui, les GAFA sont plus aujourd'hui sur la problématique storage. Cloud. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez une version d'Azure pour l'IoT, vous avez une version de Google IoT. Ils ne sont pas encore arrivés, paradoxalement, sur l'operating system. Donc nous, cette vision-là, on l'a commencé à développer depuis 4 ans. Quand je parle à Alexa et que je lui demande d'éteindre ou d'allumer ou d'éteindre la lumière... Il ne faut pas confondre. Ce qu'on appelle l'IoT, ce n'est pas qu'un objet connecté. C'est un objet qui passe à travers un réseau IoT. Et qui envoie des informations. La spécificité de l'IoT, en fait, c'est 2 choses. C'est à la fois un objet qui est autonome et indépendant pendant 10 ans. L'IoT, c'est pas votre système Alexa branché sur du courant en Wi-Fi chez vous. C'est un capteur d'humidité dans un jardin agricole de 20 hectares qui, par définition, n'est pas alimenté. Et la spécificité du réseau IoT, c'est qu'il écoute.
Les réseaux mobiles, aujourd'hui, le fil a été dématérialisé, mais il est toujours connecté à votre téléphone. Un réseau IoT va écouter l'information. Donc, du coup, vous mettez une pile de 3 volts, de 9 volts dans un objet IoT, il dure 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il va envoyer un octet par jour. Et donc, c'est cette idée assez simple, mais qui est complexe d'implémentation, qui change cette dynamique-là. Et donc, si vous voulez, en termes de réflexion, on va où on peut jouer. Et donc, on a fait une plateforme qui permet de remonter l'information. Bon, et vous pouvez jouer, et voilà, c'est ça la conclusion, c'est qu'il y a de la place, voilà. Exactement. Et la technologie, la beauté de la technologie, c'est que vous avez toujours de la place où vous pouvez jouer. C'est ça qui est intéressant dans ce monde-là. Pierre Cesarini, donc le fondateur de Claranova, était notre invité sur Bismart. Pierre Cesarini, le fondateur de Claranova sur Sud Radio. On parle pacte d'actionnaires. Enfin, entente entre des associés qui, ensemble, vont faire naître une entreprise. Vous allez voir, c'est fondamental. Et on termine, les amis, avec Julien Latouche, le fondateur de Robin, qui vient nous voir régulièrement. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Robin, donc, au service des entrepreneurs pour l'ensemble de leurs sujets légaux. Hein, c'est ça le sujet, leur sujet de justice. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on a régulièrement ensemble. Tu me soumets des idées. Là, donc, c'est quand les associés se déchirent, c'est-à-dire, il peut y avoir là. Donc, on est dans une période où ça va repartir. Enfin, ça y est là. Et les pactes d'actionnaires, enfin, c'est de ça. Donc, pourquoi tu veux me parler de ça maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a de propre à la période, là, Julien ? En fait, chaque mois, sur les collectivités qu'on accompagne, on regarde le nombre d'appels qu'on reçoit le plus sur les différents sujets juridiques. Et en fait, quand on regarde pourquoi une entreprise meurt, souvent, à 30% du temps, c'est à cause de l'équipe. Ça, déjà, c'est un sujet de départ pré-crise sanitaire. Et là, on a regardé... 30% du temps à cause de l'équipe, c'est-à-dire d'une divergence. Exact. Ça peut être une divergence, oui, sur les intérêts, sur l'avenir de l'entreprise. Ça peut être, on n'est pas d'accord sur la vision. Ouais, je comprends. Et 30%, c'est beaucoup, là. L'équipe, c'est hyper clé. Hein. Je comprends, mais je ne pensais pas que c'était cette proportion-là. Ouais, vas-y, continue. Et donc, je voulais qu'on puisse évoquer ce sujet-là, parce qu'au départ, quand on entreprend, on ne réfléchit pas à comment ça va se passer quand ça va mal se passer. Au départ, on est content, on entreprend, on se dit ça va être super, on a un super projet. Et en fait, souvent, on oublie ce petit outil juridique qui est indispensable, qui est le pacte d'actionnaires. Donc, on fait des statuts qu'on trouve sur Internet, et c'est plutôt bien pour le coup, et on se dit non, mais ça va aller puisqu'on se fait confiance. Et le sujet, c'est le sujet de la confiance, parce que quand on entreprend, il ne faut pas faire confiance. On peut avoir des convergences d'intérêts, mais par contre, la confiance, ça ne marche pas. Parce qu'au départ, on a confiance. Mais derrière, on a des sujets qui remontent chez Robin. Et là, on nous appelle toute la semaine pour ça. Sur, concrètement, mon associé veut plus faire partie de l'aventure. On a pivoté, mais par contre, je suis plus en accord avec les intérêts. Voire même des entrepreneurs qui nous expliquent qu'en fait, leur associé arrête de travailler, est parti à l'autre bout du monde en vacances. Et en fait, quand ils regardent ce qu'ils ont dans les documents légaux de l'entreprise, ils disent « Ah, mais on n'a pas fait de pacte ». On n'a pas fait de pacte parce que c'était 1 000 euros à faire et puis 1 000 euros. 1 000 euros, c'est plus que ça. Oui, ça dépend avec qui on travaille. Ouais, ça dépend avec qui on travaille. Mais un vrai bon gros pacte d'entreprise, enfin d'actionnaires, il se trouve qu'on en a fait un pour Bismart, donc je connais le truc. Non, c'est... Ouais. Ça t'a peut-être pas coûté 1 000 euros, mais par contre, pour de nombreux entrepreneurs, il faut compter entre 1 000 et 3 000 euros pour un pacte d'actionnaires au départ de l'entreprise. Et le problème, c'est que cette dépense, on la fait pas parce qu'on se dit non mais 1 000 euros, voilà. J'ai pas envie de l'investir là-dedans. Et résultat, on se retrouve avec des entrepreneurs qui nous disent mon associé me réclame 200 000 euros pour partir, mon associé me réclame 300 000 euros pour partir, et la situation de l'entreprise est bloquée. Et le pacte d'actionnaires, c'est quoi ? C'est un outil qui ne doit 200 000 euros pour partir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le seul pacte qu'ils ont fait entre eux, c'est 50-50. C'est j'ai la moitié des parts, t'as la moitié des parts, et donc je te réclame 200 000 euros. Pourquoi ? Pour racheter mes parts, en fait. C'est ça le sujet ? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais en fait, le 50-50 est très intéressant. Sa situation, par exemple, à éviter à tout prix. Les avocats partenaires avec qui on travaille disent ne jamais faire 50-50. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Et en fait, l'enjeu de la relation entre associés, c'est pas de protéger la situation des associés, c'est de protéger l'entreprise. Si demain tu te retrouves dans une situation complètement conflictuelle où personne n'est d'accord sur la vision, l'avenir de l'entreprise, et que le pacte dit il n'y a pas de pacte, donc du coup il n'y a pas de solution. Et du coup, ça peut être des procédures extrêmement longues pour essayer de trouver une solution, et l'entreprise qui n'avance pas. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'entreprise qui n'avance pas. Ça alors, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire alors d'abord, est-ce qu'on peut
rédiger un pacte après la création de l'entreprise. Là, on t'écoute, on se dit ah, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Non, mais ce qui est intéressant avec le juridique, c'est que souvent quelque chose, on s'intéresse quand c'est trop tard. Oui, voilà, c'est ça. Et on se dit, c'est quoi le juridique? Et ça, donc, c'est le gros sujet à éviter. Donc, nous, les entrepreneurs qui nous contactent, nous disent, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Et en fait, ils se rendent compte que c'est nécessaire. Donc, on n'est pas obligé de le faire dès la création de l'entreprise. Mais si on s'associe avec quelqu'un, mieux vaut se mettre autour d'une table et déjà commencer par un espèce de brouillon, même si c'est pas un document contractuel. Le pacte d'associés, c'est pas un document officiel. C'est un contrat, ce qu'on appelle un acte sous seing privé entre deux personnes, ou trois d'ailleurs, ou quatre, qui mettent sur le papier un certain nombre de règles. Donc avant d'entreprendre, c'est peut-être pertinent de discuter avec son associé ou ses futurs associés et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait si demain toi tu meurs? Qu'est-ce qu'on fait si demain tu décides d'arrêter et de partir en vacances? Qu'est-ce qui fait que si demain on pivote complètement et que le modèle d'entreprise ne te plaît plus? Et en fait, il faut dresser avant ça, il y a même parce que il y a la répartition des pouvoirs quelque part puisque tu dis il faut surtout pas que ce soit 50-50. J'ai compris. Mais ça veut dire qu'au moment de la création, au moment de faire naître cet enfant virtuel qu'est une entreprise, il faut que tu décides qui va avoir la voix prédominante. Oui. Et c'est vrai que... Toi, tu dis ça avec beaucoup de calme. Enfin, ça doit être compliqué quand même quand tu démarres une aventure. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a l'ego, il y a moi j'apporte plus, qui apporte plus. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas ce que chacun apporte. Ce qu'il faut regarder pour déterminer qui prend les décisions, c'est qui au sein de l'entreprise est capable de trancher sur le plus important, c'est la vision. Surtout sur ces sujets-là. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on recommande, par exemple, aux entrepreneurs qui se lancent et qui veulent être sur un pied d'égalité totale, c'est de dire, OK, éventuellement, vous pouvez faire 49-49 et donner 2% à un tiers indépendant qui va être capable de dire, très bien. Voilà, moi, je vous recommande, il ne faut pas que ça soit votre mère, le tiers indépendant, sinon ça ne marche pas. Mais dans l'idéal, c'est vraiment, voilà. Mais après, ce qui est mieux, c'est surtout savoir qui parmi les associés est capable de trancher lorsque c'est nécessaire. Et ça, c'est très dur et ça demande énormément d'humilité. L'humilité n'étant pas la qualité première des entrepreneurs, on est d'accord. Donc, il y a un vrai travail à faire et c'est là qu'il faut oser se poser ces bonnes questions. Non, mais tu as parfaitement raison. Et ça permet en plus à la fin de cette petite épreuve, on sait si on est capable d'entreprendre ensemble ou pas, en fait. C'est une sorte de première épreuve de vérité avant de démarrer vraiment l'aventure entrepreneuriale. En l'occurrence, entreprendre à plusieurs, c'est bien plus pertinent que d'entreprendre tout seul. Là-dessus, on est complètement d'accord et je serai le dernier à dire que pour entreprendre, il faut y aller tout seul. Par contre, quand on choisit ses associés, il faut vraiment faire ce travail de prendre sur Internet une liste de 200 questions et de se poser, d'écrire qu'est-ce qui se passe si ça se passe. Pourquoi sur Internet une liste de 200 questions? Ça existe? Ouais, il y a des super studios d'innovation qui ont réfléchi à des questions qui permettent de se demander quelles sont les questions clés à se poser. Tu fais quoi? Avant tu de tapes s'associer. Entrepreneur, les questions clés à se poser. Oui, c'est ça, les questions clés à se poser avant de s'associer. Et c'est un vrai sujet à faire. C'est un vrai sujet puisque derrière, hier, je donne un exemple parce que j'aime bien donner des exemples concrets. Elle s'appelle Pauline. Elle s'est associée il y a 6 mois avec un entrepreneur en sortant de l'école. Ils étaient super contents. Ils ont monté une solution en ligne super innovante pour faire des cours, pour donner des cours en ligne aux étudiants. Au bout de 6 mois, un des deux dit non mais en fait moi je veux que ça soit un side business. Donc en fait je vais continuer mes mollos et mon but c'est que ça me rapporte mes 2000, 3000 euros tous les mois, toute ma vie, pour être bien tranquillement dans mon coin. Et puis elle, non en fait, elle a découvert que donc Pauline ce projet à faire ça, il n'y a plus d'entreprise quoi. Voilà. C'est ça. Non mais elle veut développer le business, lever des fonds. Lui il veut pas lever de fonds. Elle veut entrer dans un incubateur. Lui il ne veut pas rentrer dans un incubateur. Et en fait, ils sont dans cette situation complètement bloquante où en fait l'entreprise n'avance plus. Et donc Pauline, cette entrepreneuse, quand elle nous appelait... Franchement, le gars aurait dû prévenir Pauline qu'il était dans cet état d'esprit. Il n'était pas dans cet état d'esprit au début. Les gens changent, la situation évolue. Tout le monde est de bonne intention au départ. Je comprends. Oui, je dis pas qu'on vient avec de mauvaises intentions. Non, mais c'est ça, parce que ta phrase au départ, elle peut être un peu brutale sur « faut jamais faire confiance », parce que tout le monde est de bonne intention au départ, et que c'est ensuite à l'épreuve des faits que la réalité se révèle. Donc on recommande aux entrepreneurs de évidemment s'entourer d'experts qui peuvent les aider et surtout de ne pas avoir peur de réfléchir à comment faire quand ça va mal se passer. Et c'est un avocat qui fait un pacte d'actionnaires? Généralement c'est un avocat, mais même avant d'aller chez l'avocat, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore les moyens de le faire au départ de l'entreprise,
posez-vous autour d'une table et notez, écrivez. Vous pouvez vous le signer entre vous, ça peut être un espèce de pacte mais, en l'occurrence. Mais ça n'aura aucune valeur juridique, ça, si jamais on veut un moment. Enfin, tu sais que tu ne dois pas faire l'avocat. J'étais un entrepreneur, toi, Julien. Mais d'accord. Ouais. Au moins mettre ça noir sur blanc. Complètement. En fait, quand on écrit un contrat, même quand on écrit, voilà, je te cède ma voiture sur un petit bout de papier, c'est un contrat. Après, libre au tribunal de déterminer si ce contrat est valide ou pas, si un jour il y a un conflit. Mais ne serait-ce que d'écrire les situations, d'écrire les scénarios et d'essayer de trouver les solutions qui vont derrière. Julien Latouche, le fondateur de Robin, notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain. Julien Latouche, le fondateur de Robin sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.